Bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, votre émission musicale. Le mois de janvier 1999, à l'âge de 36 ans, s'éteignait un musicien hors norme. Un musicien qui était devenu une star dans le monde du jazz américain alors qu'il était français. Et il avait coutume de s'amuser de cette célébrité avec l'humour noir qui le caractérisait. Il disait « Si je n'avais pas eu le corps que j'ai, les Américains ne se seraient pas souvenus de moi ». C'est vrai qu'on ne pouvait pas oublier ces moments où il entrait sur scène porté par un accompagnateur dans les bras, puisqu'il souffrait de cette terrible maladie des os de verre. Je parle bien sûr de Michel Petrucciani et nos camarades de Jazz Magazine célèbrent ces 25 ans de sa disparition, lui qui a merveilleusement marqué le monde de la musique par son extraordinaire liberté qui était contrebalancée par la prison physique qu'il devait subir. Michel Petrucciani, un merveilleux dossier dans Jazz Magazine. Je vous propose de commencer notre émission avec sa musique. C'était en 1997 au festival d'Antibes Jean Lépin. Il jouait ce merveilleux standard, Body and Soul, hommage à Michel Petrucciani. C'est parti. Alors bien évidemment, j'ai choisi d'inviter un amoureux comme nous, comme vous peut-être, de Michel Petrucciani pour en parler. Il est révélation du jazz, il est meilleur artiste de l'année, victoire de la musique. On ne présente plus Laurent Coulondre. Merci d'être sur ce plateau. Pianiste, compositeur, arrangeur, organiste. Mais ce soir, avant tout, amoureux de Michel Petrucciani. Vous lui avez d'ailleurs dédié un disque. D'où vient cet amour? Pourquoi lui? Pourquoi lui? C'était le premier pianiste, c'était ma découverte du jazz. Je pense que c'est à cause de lui aujourd'hui si je suis pianiste de jazz. Et je pensais aussi c'est peut-être ma première muse. Voilà, tout simplement, ça fait beaucoup, hein, mais c'est tout ça. Quand il dit si j'avais pas été handicapé, donc si j'avais pas marqué le regard des téléspectateurs ou des spectateurs, je ne serais pas devenu une star. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout, non. Qu'est-ce qu'il avait pianistiquement de particulier? Il avait un toucher, il avait une clarté, il avait une chanson. Il touchait les gens, en fait. Il touchait les gens qui n'aimaient pas le jazz et qui aimaient le jazz. N'importe qui, en fait, était touché. Alors, vous lui avez dédié un album qui s'appelle Michel My Mind. D'ailleurs, sur cet album, on voit le fameux chapeau qu'il a arboré à la fin de sa carrière. Ça a été difficile de lui rendre hommage? On n'est pas un peu intimidé? Si, moi, je voulais pas le faire, en fait. Comment ça s'est passé? Je voulais pas le faire et on m'a un petit peu forcé la main en me disant « Je crois que ça serait pas mal ». Et donc, c'était des proches de Michel Petrucciani. Et à force qu'on me le dit, j'ai dit « Bon, allez, OK, on va le faire, on verra bien ce qui se passe ». Et on s'est évidemment éclaté à le faire puisque je jouais sa musique depuis que j'ai 10 ans. Et voilà.
Alors, vous êtes un mélange franco-espagnol-catalan. Vous venez du sud, évidemment. De Nîmes, c'est ça? De Nîmes, ouais, de Vauvert, De exactement. Vauvert. On salue les téléspectateurs de Vauvert, bien sûr. On va écouter, pour commencer, un extrait de cet album, un hommage à Michel Petrucciani, que vous rendez merveilleusement, je dois l'avouer. Ça s'appelle Chorininho. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Chorininho. Chorininho, en fait, c'est un clin d'œil à une rythmique qui est le choro, qui est une rythmique brésilienne. Et on sait que Michel aimait beaucoup le Brésil. Et ça, c'est une composition que j'ai écrite très inspirée par tout ce que Michel m'a amené. Jérémy Bruyère à la basse et évidemment l'incontournable André Ceccarelli Dédé. à la batterie. Chorininho. Laurent, quand on se dit, bon, allez, okay, je vais faire un hommage à Michel Petrucciani, au grand Michel Petrucciani, comme il dit, il avait l'habitude de s'amuser avec cette expression. On choisit comment les sidemen, les partenaires avec qui on va jouer? J'aurais pu choisir des gens qui ont joué avec lui, j'aurais pu faire des choses comme ça. Ben oui, c'est pour ça que je pose la question. C'est vrai, c'est une bonne question. Déjà pour le bassiste, Jérémy Bruyère, c'est un ami évidemment et camarade de longue date avec qui j'ai fait plusieurs albums, donc je trouvais que c'était lui, il n'y avait même pas de question. Et puis André, ça faisait un petit moment que j'avais envie de jouer avec lui, il était venu faire une intervention sur mon disque Gravity Zero juste avant, et je me suis dit, ça va matcher, ça va être cool, on y va. Et donc Dédé, quoi. C'est important la capacité d'admiration, quand on est déjà une vedette consacrée comme vous, de garder cette capacité d'admiration? L'admiration, c'est le côté enfant, ça il faut le garder toute la vie, c'est le but dans la musique. Évidemment, d'avoir Dédé avec moi, c'est un bonheur et je dirais pas un grand-père, mais plus un grand frère ou un grand-oncle qui est adorable avec moi. Et c'est un grand bonheur. Alors, vous venez de sortir dans la collection de Hélène Dumez, qui, je rappelle, enregistre tous les pianos solos chez elle et qui fait une collection absolument extraordinaire. On salue Hélène Dumez. Vous avez sorti donc Trip in Marseille, tout seul. Ouais. Ça change quoi d'être tout seul alors que vous avez l'habitude de vous entourer de la terre entière, des meilleurs musiciens? C'est différent et puis c'était un exercice incroyable. On a enregistré tout sur quelques heures en fait. Normalement, un piano solo, tu travailles pendant des semaines et des semaines, tu prends plusieurs jours de studio, des fois même tu le refais. Là, on avait une journée, même pas en fait, quelques heures, je repartais le soir même. Et c'était un exercice qui était hyper instinctif et agréable. Donc là, on va parler aussi de l'album Meva Festa. Meva Festa, on est en quelle langue là, Meva Festa? Parce que alors là, vraiment, c'est un truc qui file la pêche, qui rend heureux, qui donne envie de danser. On n'est pas du tout dans une musique introspective, d'un solo. Qu'est-ce que c'est, Meva Festa? C'est les grands extrêmes, ça me faisait plaisir aussi, la même année, de sortir ces deux disques qui n'ont rien à voir. Meva Festa, c'est tout simplement ma vision de la fête. Et c'était ma vision de la fête aux sorties du Covid et de tout ça, tout ce qu'on a vécu, on avait besoin de se réunir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris tous les copains avec qui j'avais envie de jouer, je les ai amenés en studio, on est resté 10 jours là-bas. Et ça a donné ça, et c'était un disque sans limite. Vous aimez danser? J'aime bien danser, j'aime bien danser, c'est vrai, je danse pas assez, mais j'aime bien danser, ouais. Ça vous est déjà arrivé, c'est peut-être une question stupide, mais vous me le direz, est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer avec des gens que vous n'aimez pas? C'est rare quand même, hein. Je crois que j'ai la chance aujourd'hui, en tout cas au moins, que j'aime pas, vraiment pas, je crois pas que ça me soit arrivé. Non, j'ai la chance, moi je fais globalement que ce que j'ai envie de faire, et ça c'est un grand luxe. Quand est-ce qu'on peut vous entendre en concert prochainement? Alors, prochain concert, là, c'est le 1er mars. Je vais jouer dans un tout nouveau club de jazz à Paris, sur une péniche qui s'appelle Le Son de la Terre. Et je vais présenter à cette occasion une magnifique flûtiste avec qui je vais jouer en duo, qui s'appelle Christelle Raquillet. Ça, c'est le prochain rendez-vous. Puis, il y a un rendez-vous chaque mois. Le 4 avril, on sera du coup avec le projet
Michel Montmine pour une soirée Jazz Magazine au Bal Blomet. Et puis en mai, le 15 mai, je serai au Festival Jazz à Saint-Germain. Voilà, je rappelle donc le dossier formidable de Jazz Magazine sur Michel Petrucciani, où vous tenez hommage une part importante. On vous écoute sur scène, c'est évidemment au New Morning, cette scène mythique du jazz parisien. C'était en 2022, et là vous jouez El Jonito, Laurent Coulondre et ses musiciens. C'est très, très solaire, ce partage, cette joie, n'est-ce pas? Merci, ouais, c'est exactement ce que je voulais dans ce projet. Une musique fraîche, exigeante, mais voilà, accessible. En fait, évidemment, un peu comme Michel Petrucciani l'a pu faire par le passé. Ce soir, on accueille sur ce canapé un des plus grands pianistes actuels, en tout cas, je le dis sans le moindre complexe, Piotr Anderszewski. Merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. On vient de parler de la joie, de la fête, de la danse. Quand on connaît le côté rigoureux et intransigeant de votre rapport à la musique et votre sens de la perfection, mais aussi de la solitude, on a l'impression que j'ai sur ce plateau le soleil et puis la lune. Vous savez, les contraires se rejoignent souvent. Hein. Oui, il y a la solitude, il y a la rigueur, mais il y a la joie. Il y a notamment dans ce disque dont on va un petit peu parler, je pense. Il y a la danse, surtout, l'esprit de danse. Oui, absolument. On va parler des mazurkas. C'est une danse du sud du pays, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, on faisait des fêtes, on buvait beaucoup. Beaucoup trop, oui. Qu'est-ce que ça représente de sortir un album? Car vous venez de sortir un album qui est une pure merveille, où vous rendez hommage à Bartók, Janáček, Szymanowski. En fait, un résumé parfait de l'âme slave. Est-ce que je me trompe? Un petit peu, parce que Bartók n'était pas slave. Bartók est hongrois, c'est encore un monde. Vous avez du sang hongrois, c'est pour ça. Et j'ai du sang hongrois, c'est encore un monde à part. Le sang hongrois, je dirais, encore plus sauvage, encore moins maîtrisable, encore plus comme cette langue étrange qui ne ressemble à aucune autre. Bien sûr. Slave, oui, Janáček surtout, je dirais plus que Szymanowski, parce que Janáček, pour moi, c'est ce morave, vraiment, qui explorait, qui se baladait dans tous les bleds pour écouter, pour boire probablement aussi, mais pour écouter, pour noter tous ces thèmes extraordinaires du peuple. Il a exprimé cette âme slave, pour moi, comme personne d'autre. Alors, puisqu'on parlait de danse, les mazurkas, c'est des danses, n'est-ce pas? Oui. Enfin, les mazurkas, c'est des stylisations de danse, vraiment. Mais ça, à l'origine, ce sont des danses, c'est ça? Non, à l'origine, c'est déjà... Mazurka, c'est un terme un peu inventé qui est basé sur des danses, dont le mazur, le kujawiak, des danses dites de différentes régions, voilà, de différentes atmosphères. On a écouté votre musique pour danser. On va écouter une musique pour danser plus intérieurement, peut-être. C'est Szymanowski, extrait des 20 mazurkas opus 50. C'est le numéro 3, le moderato. Et donc, Piotr Anderszewski au piano. Écoutez bien ce voyage qu'il nous propose.
première fois que je vous ai rencontré dans un parc gelé à Varsovie, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, nous avions eu une discussion sur le silence. Vous m'aviez dit, déjà, le silence, c'est avant toute chose. Il n'y a pas de musique sans silence. Oui, c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas de musique sans silence, le silence fait partie de la musique. Le silence, c'est comme une note. Je ne vois pas de... Oui, je vois une différence, mais il n'y a pas de... Le silence, ce n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant. Voilà. Quand on sort un disque comme ça, est-ce qu'on le réécoute tout de suite après? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce que c'est insupportable à écouter? Pour certains musiciens, c'est le cas. Ou est-ce qu'on l'aime bien? Ou est-ce que... On l'aime bien. Enfin, moi, je ne l'écoute plus parce que j'ai passé tellement de temps à peaufiner ce disque, à le monter, à le finir, à peaufiner chaque petit détail que, oui, en effet, là, je n'ai pas du tout envie de l'écouter. Mais c'est un grand partage de savoir que les autres l'écoutent et de le partager. Qu'est-ce que vous entendez quand il parle du silence, Piotr? Ça vous dit quelque chose? Je suis d'accord avec lui parce que sans silence, en fait, il n'y a pas de contraste. Et sans contraste, du coup, on serait un peu comme dans une discussion. C'est cool quand il y a des silences. Ça crée une émotion. Si je m'arrête de parler d'un coup, il se passe quelque chose. Et ça, c'est pareil en musique. Mais ça me fait marrer parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert qu'en fait, les disques classiques, souvent, ils faisaient plus de montage que dans les disques de jazz. Et moi, je ne sais pas... Et comment tu savais ça, qu'il y a plus de montage? Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit en fait. C'est vrai ou pas? J'espère que tu n'as pas entendu les montages. Parce non, pas un bon montage, on devrait pas. Au contraire, justement, je ne savais pas. J'ai appris ça. Ouais. On pourrait se dire, le classique, il n'y a pas de montage, c'est tout. Et en fait, il y en a pas mal. Ça vous arrive d'improviser? Rarement. Ça m'arrivait plus avant. Mais c'est-à-dire, on se base quand même sur un texte très précis que nous a laissé le compositeur. Et après, oui, l'improvisation, je dirais, c'est l'imagination. Il y a 1000 manières de jouer une note qui est écrite précisément par un compositeur. Un piano à cet endroit noté le plus précisément possible, comme par Bartók, par exemple, qui était extrêmement précis dans la notation. On écoute Bartók? Écoutons Bartók. Écoutons Bartók, 14 les bagatelles, opus 6, numéro 14, la valse Mamie qui danse. Piotr, vous vouliez ajouter quelque chose sur la question de l'improvisation? Oui. Je disais juste que même une note, une seule note écrite par Bartók de façon tellement précise qui ne laisse aucun doute, quelque part, elle ne devrait laisser aucun doute de quelle façon elle devrait être jouée, elle est jouée différemment. Vous aurez 10 pianistes et elle sera diamétralement différente. Toujours, il y a toujours cette partie d'improvisation. Si je demande à vous deux, quel est le plus perfectionniste des deux? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne... Mais moi, je dirais quand même Piotr, mais en même temps, il y a une certaine... C'est dur comme question, ça, non? Je sais pas. Oui. Parce que Piotr... Je pense que... La pression que vous mettez vous-même par rapport à la perfection... Ah oui. Non? C'est votre avis, je sais pas. C'est pas comme mon avis. J'ai entendu une anecdote. C'est un absolu qu'on veut atteindre. Mais c'est toujours un échec. On n'atteindra jamais. Presque on le touche, si on a de la chance. C'est presque ça. C'est presque tout le temps un échec, oui. D'accord. Oui. On vous décrit comme un musicien rebelle, ça vous va?
Oui et non. C'est une étiquette comme ça. Oui et non, oui et non. Ben, est-ce que j'ai l'air d'un rebelle? Pas vraiment. Un petit peu quand même. Hein. Pas vraiment, non. Qu'est-ce que vous a appris, Laurent, Jean-Sébastien Bach? Déjà, c'était du jazz. En fait, moi, j'ai fait très peu de classique. J'ai un parcours un peu atypique. Par contre, j'en ai écouté, évidemment. Moi, je me suis dit, en fait, ils avaient tout déjà là. Le jazz n'a fait quoi? Elle avait peut-être mis un peu de rythme, hein, mais tout était déjà là, en fait. On a tout pompé là-dessus. Sur Bach, justement. Sur Bach, ouais. Enfin, entre autres, évidemment, mais si on pense de Bach, c'est incroyable. Vous avez une phrase qui m'a intrigué, que je n'ai pas compris. Vous dites, Bach, pour moi, c'est un garde-fou. Ça veut dire quoi? Oui, j'ai dit ça il y a un moment, probablement, oui. Bach, pour moi, oui, c'est un garde-fou dans le sens où c'est un pilier, c'est quelque chose qui... Il y a un tel équilibre extraordinaire dans cette musique. Quelque chose qui met les choses un peu dans l'ordre à l'intérieur, dans toute cette folie de musicale dans laquelle on est. Hein, Il remet de l'ordre. Il remet de l'ordre, mais pas du tout de façon... Ouais. Il remet de l'ordre de façon miraculeuse, tout à fait naturelle, et comme si c'était tout à fait... c'était là depuis toujours. Voilà. Vous jouez avec beaucoup de musiciens. Qu'est-ce que ça change de jouer avec d'autres musiciens dans votre manière de jouer du piano? Ils vous font évoluer musicalement? Ah oui, évidemment. Chaque concert, chaque piano, chaque salle, chaque public, même, je dirais, c'est étonnant. Là, je joue de plus en plus en solo et de jouer aussi sans sonorisation, évidemment. J'ai été, par exemple, au Festival Piano Jacobin en septembre. Et le fait d'avoir un cloître comme ça, avec un magnifique Steinway et tout ça, ouais, ça te fait jouer différemment. Puis le lendemain, tu es en club sur un piano peut-être un peu plus petit, qui est sonorisé, ou qui est mal accordé, ou un peu faux. Et puis il y a, je sais pas, le guitariste ou le bassiste qui est peut-être un peu faux. Ouais, ça te fait changer chaque concert, en fait. C'est incroyable. Peut-être vous jouez principalement seul, très peu de musique de chambre. Oui, principalement. Même si votre sœur est violoniste, vous avez joué avec Mulova aussi, c'est ça, bien ça? Oui. D'autres musiciens aussi, quand même. Mais oui, pour les concertos, avec des orchestres et ça. Mais majoritairement seul. Oui. Le piano, c'est un métier. Oh là là, quel mot horrible. Vous l'avez prononcé. Je l'ai quand même prononcé. Aïe. Oui, c'est une occupation très solitaire, finalement. On est très seul avec le piano. C'est dur? Parce qu'on est autosuffisant. C'est un des seuls instruments où vraiment... Mais c'est dur, non, cette solitude, non? Écoutez, parfois c'est dur et parfois c'est extraordinaire parce qu'on crée une bulle tellement extraordinairement riche et belle et qui procure de telles émotions que c'est quand même des plus grosses chances qu'on puisse avoir. J'ai demandé à un programme d'intelligence artificielle de demander à Vladimir Horowitz de vous poser une question par rapport à la solitude. Et donc l'intelligence artificielle a fait... Et elle m'a dit, dites-lui que quand on fréquente les gens qu'il fréquente, on ne peut jamais être seul. Pas mal. Ça vous va? Oui. Quelqu'un qui vous connaît très bien, et d'ailleurs je conseille le film qu'il vous a consacré, c'est Bruno Mont-Saint-Jean. Quel était ce film? On a fait plusieurs films. On a fait un documentaire qui s'appelle Le Voyageur intranquille. Ça fait pas mal. Ça vous va pas mal, ce nom, non? Le Voyageur intranquille. Oui. Nous le recevions, Bruno Mont-Saint-Jean, il y a quelque temps sur ce canapé. Nous le saluons d'ailleurs. Quel autre film il a fait avec vous? On a tourné les variations Diabelli de Beethoven. Je suis content que vous en parliez parce que c'était une merveille. Des concertos de Mozart, on a fait plusieurs choses. Eh bien, figurez-vous qu'il a une question à vous poser, comme lui seul peut vous poser, puisque non seulement il ose tout, mais en plus il vous connaît et il vous aime. Bruno Mont-Saint-Jean. Ah, mon petit Piotr, voici 25 ans, un quart de siècle que nous nous connaissons et que nous partageons une incroyable complicité musicale et humaine. Je dois te dire que plus je te connais, plus tu es un mystère pour moi. Je ne parle pas simplement de ton génie de pianiste et de musicien, mais aussi de ton questionnement par rapport au concert, par rapport à l'horreur de ce que c'est qu'une vie de musicien itinérant. Cela dit, je sais que pour toi, chaque concert est un supplice, chaque enregistrement est un supplice, chaque activité dans laquelle tu dois te
te concentrer totalement est un supplice. Et alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as jamais connu la simple joie du partage de la musique avec un auditoire. Et si tu ne l'as pas encore connu, est-ce que tu crois qu'un jour ça t'arrivera de simplement jouir du partage de la musique que tu apportes et de la musique qui est perçue par l'auditeur? Oui, la réponse est oui. C'est sans ambiguïté. C'est des moments absolument de grâce, je dirais, quand on se sent en mesure de partager la beauté avec un public, quand on est dans cet état de grâce qui arrive. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive... Mais pour cet instant de grâce, il évoque beaucoup de tourments, n'est-ce pas? C'est souvent des tourments, c'est beaucoup de doutes. C'est beaucoup de doutes et de questionnements. Je suppose pour toi aussi. C'est pareil. Vous avez cessé le piano à un moment. Pardon? Vous avez, à une époque de votre vie, vous avez arrêté le piano. Je fais des pauses assez régulières, d'ailleurs. Oui, Ah ouais. je fais des pauses assez régulières. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrêtez? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrêtez? Je fais plein de choses. Je lis, je me promène, je fais le marché, je fais la cuisine. C'est-à-dire vous ne supportez plus le piano? Ou la pression C'est une question pour pouvoir donner, il faut se nourrir de quelque chose. Je ne peux pas juste voyager, faire des concerts d'une salle à une autre salle. On devient une machine très facilement, une machine très performante. Parce que plus on fait de concerts, quelque part, mieux on les fait. Mais il ne s'agit pas de faire les concerts bien. Il s'agit de faire des concerts. Il s'agit d'exprimer. Ce n'est pas une vérité, un doute, de partager un questionnement et de devenir une machine performante. Non, ça, je ne voudrais jamais. Vous avez déjà arrêté de jouer du piano? Bah justement, j'étais en train de penser, mais j'étais en train de penser peut-être une semaine, mais... Et oui, encore. c'est une semaine. Ah ouais, c'est ça, mais là, c'est combien de temps à peu près? Tout à... Quand moi, je m'arrête? Ouais. Plusieurs mois? Ah ben oui, je me suis une fois arrêté 1 an et demi, oui. Enfin, j'ai pas arrêté non, de jouer. puis vous avez continué, mais vous jouiez de temps en temps. Je jouais un peu, oui, oui. Ça doit faire bizarre quand tu reprends. Oui, c'est difficile. Mais il y a une autre fraîcheur, il y a C'est cool, quelque ça chose. donne envie. Oui. Comment vous vous voyez dans 20 ans? Vous aurez arrêté les concerts, vous serez seul ermite, non, ou pas du tout, vous aurez fondé une école? J'ai l'impression que tous les scénarios sont possibles. Tous les questionnements sont là. C'est vraiment une porte ouverte. La liberté. Oui. Vous, dans 20 ans, vous voyez toujours du public pour le jazz, rassurez-nous. C'est une grande question, on pourrait en parler. Ouais. Parce qu'on parlait de Petrucciani, dernière grande star française. C'est presque la seule, hein. C'est le seul pianiste de jazz français qui a fait une carrière internationale. Moi, j'espère, oui, que dans 20 ans, les gens seront revenus aussi à la scène, parce que avec le Covid, n'a pas aidé à sortir les gens, d'ailleurs. Sortez voir des concerts, allez-y, courez. Quand est-ce que vous êtes donc on a dit les concerts. Quand est-ce que vous êtes en concert, Piotr? C'est le 26 février à la Philharmonie. Courez-y, parce que les places vont s'arracher comme à chacun de vos concerts, parce que c'est une vraie expérience spirituelle et musicale que vous nous offrez à chaque fois. Merci d'être venu sur ce plateau. On va vous écouter encore une fois pour remettre de l'ordre, n'est-ce pas? Comme vous le définissiez. Parfois, oui. Chant Sébastien Bach, évidemment, parce que j'adore cette phrase de Suran qui disait « S'il y a bien quelqu'un qui doit tout à Dieu, c'est bien Bach. Mais s'il y a bien quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. » Voilà, merci 1000 fois d'être venu. On vous écoute dans le clavier bien tempéré. On va rejoindre notre dernière invitée, mais les derniers seront les premiers parce qu'elle nous amène une joie et une grâce inouïe. Vous aurez deviné, c'est Gaby Hartmann, la chanteuse dont tout le monde parle. Elle est aussi sur le plateau. Jean-Sébastien Bach à Gaby Hartmann, il n'y a qu'un pas. Je la retrouve et on écoute Jean-Sébastien Bach. Merci. Merci.
C'est décidément une émission de contraste, puisque nous passons de Jean-Sébastien Bach à Gaby Hardman, la voix dont tout le monde parle. Alors, j'étais à la soirée TSF Jazz, dans la salle. Vous êtes arrivé, et en quelques moments de votre voix, tout le monde était absolument subjugué. Wow. D'où vous vient cette voix? Ah, bah, je sais pas. Peut-être de ma voix parlée, probablement, c'est lié. J'ai toujours aimé chanter et écouter les voix. Vous travaillez beaucoup votre voix, parce que vous n'avez pas une longue carrière. Vous avez 3 disques, c'est ça? 2 disques? Un disque. J'ai sorti un disque il y a 1 an, oui. en janvier. Oui. Et voilà. Mais le Gaby Hardman vert, ça en fait un? Tout premier, ouais. Little Songs Line, ça en fait 2? En fait, c'est un EP. Little Song Line, c'est un EP, c'est un petit album. Un petit album. Voilà. Comment vous composez? Vous jouez de la guitare? Oui, c'est ça. Je joue de la guitare, je compose. La voix, vous me demandez si j'avais travaillé ma voix. Oui, je l'ai travaillée avec des profs de chant. Et aussi en écoutant les disques des chanteurs. Alors, on sent dans votre manière d'articuler, de souffler la musique, j'allais dire, des inspirations du Sud, par exemple du Brésil. Vous avez été au Brésil, n'est-ce pas? Oui, j'ai vécu... j'ai eu la chance de faire un échange universitaire à Rio. Et donc, j'ai vécu là-bas 1 an. Et puis après, je suis tombée un peu amoureuse de la ville, de la culture, du pays, des gens. Et je suis restée. Et j'ai appris la musique brésilienne. Ça m'a beaucoup influencée. Votre succès est absolument extraordinaire, puisque quand on regarde les chiffres sur les plateformes, vous faites plus d'écoutes que Ibrahim Malouf ou que les stars installées. Vraiment, vous provoquez des coups de cœur auprès du public. Vous attendiez à tout ça? On ne s'attend pas à ça, non? Non, pas du tout. Ouais, c'est une belle surprise. Ouais. Vous vous définissez comme une chanteuse de jazz? Non, je dirais que je suis influencée par le jazz, dans mon écriture, dans mon style. Mais pour être chanteur de jazz, il faut improviser, chanter des standards de jazz. Et c'est pas mon cas. On vous écoute un petit peu dans Buzz Bee, c'est une chanson sur le téléphone qui sonne ou qui ne sonne pas sur les coups de cœur. Oui. Je crois que nous avons un petit extrait qui vous... Cette chanson, tous les matins en sortant de ma douche avant d'arriver au travail, et j'arrive au travail de très bonne humeur. Ah bon, bah c'est super. Ça, la musique aussi a le pouvoir de faire du bien, d'alléger les... Oui, ça a été un combat très important pour moi depuis des années. Et j'ai composé cette chanson, La Mer, en 2016, donc ça remonte. Et ça parle du sujet de la traversée en Europe des personnes exilées. Et ça a été important pour moi d'écrire sur ce sujet. On vous retrouve très bientôt sur scène. Je vous conseille d'aller voir ces concerts. C'est vraiment quelque chose de superbe. Vous êtes promise à une carrière magnifique, mais le mot carrière m'a toujours un peu dérangé. À une belle balade avec nous. Merci. Qui va vous suivre. Qu'est-ce que vous nous avez offert comme live? Car vous avez eu la gentillesse et la générosité de nous offrir sur ce plateau d'une chaîne info un live. Un instant magique. Alors, j'ai regardé pendant que vous chantiez, les techniciens étaient tous... C'est ça la magie. Vous chantez quoi? En fait, c'est 2 morceaux que j'ai composés, c'est des reprises. Un morceau qui avait été chanté par l'acteur Fernandel, avec une chanson soudanaise. Et c'était un ami soudanais, Gandhi Adam, qui m'avait montré ces chansons. Et voilà, je l'ai mis dans ce premier album et j'avais envie de faire partager avec vous la rencontre des cultures et des langues. Voilà. Merci Gaby, merci beaucoup pour avoir illuminé ce plateau. Merci à Piotr Anderszewski, merci à Laurent Coulondre. Vive la musique et vive les musiciens. Regardez Mélodie Nocturne, c'est formidable, mais surtout, allez au concert. Bonsoir. Je n'ai jamais compris l'amour, car il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, car on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour, je n'ai jamais compris. Jamais compris l'amour, car il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, on y revient toujours.
Pas besoin de discours, car on y revient toujours. Non, jamais compris l'amour.